Bonjour à tous, Aude Pommeret, professeur en sciences économiques à l'Université Savoie-Mont-Blanc et conseiller scientifique à France Stratégie. Alors, le baromètre IRSN 2023 nous a indiqué qu'un Français sur deux était prêt à accepter la construction de nouvelles centrales nucléaires. Au même moment, on a aussi la taxonomie européenne, la taxonomie verte, qui nous met le nucléaire dans cette taxonomie verte. Alors on a l'impression que toutes les conditions sont réunies pour un débat dépassionné, pour une vraie réflexion économique autour du nucléaire et autour des options alternatives au nucléaire. Alors si on écoute les pro-nucléaires, disons, quels sont les arguments qu'ils vont avancer? Essentiellement le fait que le nucléaire n'émet pas de CO2 et ensuite que le nucléaire permettrait une indépendance énergétique, très souhaitée aussi par les Français. On a aussi un sondage IFOP et RTE qui a montré cela. Donc voilà, essentiellement les pro-nucléaires nous disent « ça n'émet pas de CO2 ». Ça permet d'avoir une indépendance énergétique, c'est formidable. Arrêtons ici tout raisonnement. Évidemment, il faut aller vers le nucléaire. En face, si on écoute les opposants au nucléaire, ce qu'ils vont nous dire, c'est que ça coûte très cher. Et c'est vrai que si on regarde l'expérience de Flamanville, si on commence à regarder combien ça coûte de traiter les déchets radioactifs, on peut être sensible à l'argument. Et par ailleurs, ils nous disent, alors déjà, ça coûte très très cher, mais alors si en plus on prend en compte le fait qu'on a potentiellement quelques problèmes de sécurité, qui ne sont pas forcément très graves, mais on a vu qu'on pouvait avoir des problèmes de maintenance, par exemple, sur le nucléaire. Donc les anti-nucléaires vont vous dire, ce n'est pas la peine de réfléchir plus avant, ça coûte trop cher, il y a des problèmes de sécurité qui pourraient apparaître en plus de ça, donc c'est évident, il ne faut pas faire du nucléaire. Donc à mon sens, il manque une réflexion économique pour mettre tout ça dans la même balance, quelque part, c'est-à-dire avoir une analyse coût-bénéfice qui prendrait en compte tous ces différents arguments pour décider si, oui ou non, c'est une bonne idée de faire le nucléaire. Et en réalité, c'est même plus complexe que ça. Parce qu'il ne suffit pas de considérer le nucléaire tout seul et de se poser la question, c'est bien le nucléaire, c'est pas bien le nucléaire. L'idée, c'est de le prendre au regard de l'option alternative. Et l'option alternative, on est bien d'accord que ne pas émettre du CO2, maintenant, c'est juste obligatoire. Donc, on élimine toute autre forme d'option alternative. Ça va être les renouvelables. Et donc, il va falloir balancer et regarder, se poser la question du mix optimal entre le nucléaire que je viens d'écrire et des renouvelables qui sont extrêmement séduisantes, mais il faudra aussi probablement faire l'exercice de réfléchir dans les détails, c'est-à-dire de regarder leurs conséquences en termes d'effets sur la biodiversité ou en termes d'utilisation de matériaux critiques. Donc une fois qu'on aura fait le tour et qu'on aura bien regardé tout ça, on voit qu'on aura eu une réflexion qui est extrêmement complexe, extrêmement compliquée. Mais à mon avis, on peut difficilement faire l'économie si on veut justement réconcilier les énergies, prendre des bonnes décisions pour notre mix énergétique. Et en tous les cas, je suis ravie de pouvoir en débattre avec les invités qu'on a aujourd'hui sur ce plateau. Merci beaucoup Aude et bonjour à tous. Donc justement, dans 2 secondes, je vais vous présenter nos intervenants de la journée. On a la chance d'avoir un panel qui est au cœur de l'actualité, pas forcément posé de cette façon-là, par exemple dans la campagne récente. On parle beaucoup d'énergie quand même, sous la forme de prix, par exemple. Donc, ce serait intéressant de revenir un petit peu là-dessus aussi aujourd'hui. Moi, j'aurais posé un point d'interrogation à la fin du nom de ce panel, si on va vraiment vers une réconciliation des choix énergétiques. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'explorer ça dans nos échanges. Je vous présente nos intervenants, qui pourraient peut-être aussi nous dire quelques mots au début sur leur spécialité. Mais nous avons la chance d'accueillir Xavier Barbaro, qui est le directeur général de Neoen, Laurent Germain, directeur général d'Egis, Nicolas Monti, directeur général de Edison, et Flora Gebali, fondatrice de Coalition et autrice du livre « Le syndrome de la fourmi ». Merci beaucoup à tous. Et Xavier, la parole est à vous. Merci, merci Sarah et merci Aude. Alors, je ne fais pas de nucléaire, mais je ne vais pas non plus prendre la posture de l'anti-nucléaire, puisque c'est pas, ça ne correspondrait pas. Donc Neoen fait des énergies renouvelables, donc on fait du solaire, de l'éolien, du stockage. On en fait en France, on en fait aussi dans d'autres pays, en Australie, en Finlande, au Canada, en
En Argentine, et c'est intéressant parce que ça nous donne d'ailleurs un poste d'observation sur ce qui se passe à l'étranger, parfois mieux, parfois moins bien qu'en France, et on constate en tout cas de manière assez générale que les débats sur l'énergie effectivement ne sont pas consensuels. Il y a en France des choix énergétiques qu'on a du mal à réconcilier, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays. J'étais il y a 15 jours à Calgary, dans la province d'Alberta au Canada, et sur la route de l'aéroport, il y avait des grands panneaux où il y avait écrit « I love oil and gas », qui était un peu une manière de prendre position contre Trudeau, le Premier ministre fédéral, qui lui a des politiques pro-renouvelables. Donc on voit qu'il y a ces clivages. Et chez Neoen en Australie, on voit aussi que les pro-charbon, pour eux, faire avancer le charbon, ça revient à taper sur le nucléaire, et ça revient aussi à taper sur le renouvelable. Donc ça, on le rencontre partout, mais c'est vrai que ça a été particulièrement exacerbé en France ces dernières semaines ou ces derniers mois. On peut se réjouir que ce soit un sujet intéressant, parce que c'est un sujet important. Donc c'est bien que la population et les politiques s'y intéressent. Mais effectivement, il faut aller vers une réconciliation, parce que les projets énergétiques, d'abord, prennent du temps à être développés. Je rappelle, un projet solaire, c'est 5 ans, un projet éolien, c'est 10 ans, un EPR, c'est 15 ans. Ça prend du temps à être construit, en tout cas ensuite pour les EPR. Et puis après, ça tourne pendant 20, 30, 40, 80 ans pour du nucléaire. Et donc les choix qu'on fait vont nous engager, vont engager nos enfants, vont engager nos petits-enfants. Donc il faut effectivement qu'on arrive à converger un minimum, parce que ça coûte cher, parce que c'est important et parce que ça s'inscrit sur du temps long. Et donc il faut savoir à peu près ce qu'on veut faire en tant que nation ou en tant que continent. Ça engage aussi évidemment nos voisins, nous, puisqu'il y a une maille qui n'est pas strictement celle d'un pays, qui est celle probablement d'un continent, puisqu'il y a des interconnexions, puisqu'il y a des marchés énergétiques qu'on partage, et donc il faut éviter la cacophonie. Pour donner quelques repères, au moins pour poser, on va dire, la proposition de valeur du renouvelable, que j'incarne peut-être aujourd'hui, on a des électrons renouvelables qui certes sont intermittents, mais enfin il y a des solutions techniques, il y a des batteries qui ont le mérite d'être pas chères. Aujourd'hui, du solaire, de l'éolien, c'est de manière à peu près unanimement reconnue comme la source d'énergie la moins chère en Europe, moins chère que le nucléaire. On est capable d'alimenter dans des volumes importants avec des électrons verts et de manière pas chère des électrons intensifs. Aujourd'hui, Neoen fournit de l'électricité à Google, à la SNCF, fournit de l'électricité aussi à d'autres énergéticiens à 40, 50, 60 euros, 70 euros par mégawattheure. Donc c'est en dessous, par exemple, des prix auxquels aujourd'hui EDF essaie de vendre ses électrons nucléaires à des électrons intensifs. C'est une information publique, ça se tourne autour de 70 euros. Donc c'est intéressant déjà d'avoir ce premier chiffre en tête. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que l'énergie qu'on produit, elle bénéficie de manière assez forte, évidemment, puisqu'elle est locale, elle n'est pas importée. Même quand on importe des équipements chinois ou allemands ou américains, une fois qu'elle est en place, on va produire durablement de l'énergie made in France. Donc elle crée de la souveraineté. Même avec des équipements étrangers, une fois qu'ils sont installés, elle est souveraine. Il faut avoir en tête aussi qu'elle génère des revenus assez intéressants pour les agriculteurs chez qui on s'installe, pour les communautés de communes, évidemment chez nos sous-traitants. Aujourd'hui, une centrale solaire, par exemple, en France, même avec 100% de panneaux chinois, c'est 70 ou 80% de la valeur qui va chez Bouygues ou qui va chez Vinci ou chez Eiffage, et c'est très bien. Donc voilà un peu les éléments du débat tels qu'on peut les poser. Le renouvelable, c'est pas cher. C'est des volumes importants, au bon moment. On n'aurait probablement pas passé la crise de l'hiver 22-23 sans l'éolien en France, qui a produit beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité au bon moment. Et c'est une énergie, une électricité en tout cas, qui a une composante locale et française assez forte. Donc voilà un peu les termes du débat, et ça ne fait pas de nous des anti-nucléaires. Et un dernier élément, c'est que ça se construit quand même assez rapidement. Je le disais tout à l'heure, le permitting est long, mais ça se construit ensuite en 6 ou 12 mois, ce qui est peut-être aussi un élément important à avoir en tête. Merci beaucoup, Xavier. Laurent ? Oui, je trouve le titre de ce débat peut-être un petit peu paradoxal, parce que je pense que le rapport de RTE de février 2022, quelque part, est un peu le traité de paix entre le nucléaire et les énergies renouvelables, car ce rapport objectivise le fait que si on veut être au rendez-vous de la neutralité carbone, eh bien, il faut pousser les feux à la fois sur le nucléaire et à la fois sur les énergies renouvelables, et ne pas mettre ces sources d'énergie décarbonée en concurrence les unes avec les autres.
Et je crois que cette objectivisation a permis de pacifier le débat et effectivement d'être dans une réconciliation des choix énergétiques qui a été renforcée, je dirais également, par la problématique de la souveraineté énergétique qui est apparue dans le débat et depuis 2 ans de façon extrêmement forte et qui, quelque part, a appuyé le scénario central de RTE qui conduit aujourd'hui à un plan qui est extrêmement clair, hein, qui est de construire 6 EPR plus potentiellement 8 nouveaux dans un temps rapide pour une mise en service du premier EPR sur le lieu de Penly en 2035, de multiplier dans le même temps les éoliennes et arriver à 4000 éoliennes en France à cet même horizon, et puis de multiplier également par 7 le volume d'énergie photovoltaïque. Donc je crois qu'aujourd'hui, la réconciliation des choix énergétiques, elle a eu lieu. Je ne crois pas qu'elle soit vraiment maintenant remise en cause. Je ne crois pas qu'il faudrait rallumer une guerre là-dessus. Après, entre le nucléaire et les énergies renouvelables, il faut aussi prendre en compte le fait qu'on ne part pas dans la même situation. On a dans le nucléaire une vraie excellence française qui permet d'exporter cette technologie et donc de créer des emplois liés à cette excellence technique française. Or, le sommet mondial sur l'énergie nucléaire qui a eu lieu en mars 2024 prévoit un triplement des capacités nucléaires à l'horizon 2050. Et c'est donc une opportunité extrêmement forte pour l'industrie française de se positionner sur ces opportunités, de créer des emplois, de consolider à moyen terme la filière nucléaire en France et donc d'avoir un impact également sur, et on en reparlera, le prix de l'énergie. Merci beaucoup. Nicolas ? Sorry to speak in English and good afternoon. Je suis désolée de parler en anglais pour vous donner un instantané de la transition énergétique de mon point de vue, du point de vue italien et du marché italien et du marché énergétique. C'est très différent du français. La transition énergétique est bien plus compliquée que ce qui était envisagé au préalable. Donc, ce n'est pas simplement le fait de créer des mesures incitatives, des réglementations pour investir dans les énergies renouvelables, parce que ce n'est pas suffisant. Ils apportent une grande contribution, néanmoins, ils peuvent être interruptibles. Et dans notre système énergétique, nous ne sommes pas prêts à absorber une grande partie des énergies renouvelables dans le système sans avoir des investissements supplémentaires, par exemple, dans le stockage énergétique. Donc, nous prévoyons en Italie de doubler les énergies renouvelables qui sont installées. Et le but en 2030 n'a pas été combiné avec un plan associé au stockage. Il n'y a pas eu d'investissement de stockage, de batteries, de pompes, d'usines. Et donc, on a besoin de stockage, mais on doit aussi investir davantage pour avoir un retour sur l'industrie nationale. Il faut des investissements de grande taille. D'aujourd'hui, à la fin des décennies, 150 milliards d'euros pour l'énergie, la transition énergétique. Je crois que la France est dans une situation similaire. Je ne parle pas de nucléaire parce qu'on a ouvert le débat. Et on est retourné au nucléaire, mais c'est quelque chose qui arrive aussi pour la prochaine décennie. Donc on a compris les complications et également les différences qui existent entre la manière dont les différents pays gèrent la transition énergétique. Si je vois le prix en Europe, nous avons un prix il y a 30 pour la France pour un mégawatt-heure. Et ça donne le signal de permettre à des investissements dans des capacités nucléaires supplémentaires ou en capacité de stockage. Non, ce n'est pas le cas. Si je regarde la situation en Espagne, les prix vont de 0 pour un certain nombre d'heures pendant la journée parce qu'il y a une capacité d'accès de production de PV et le pays n'a pas assez investi dans la capacité de stockage. Est-ce que c'est le bon modèle? Non, absolument pas. Et je peux vous donner un autre exemple. En Allemagne, il y a un mois, pendant 2 jours, le prix au comptant était de 9 999 € par mégawattheure. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a eu un incident. Il n'y avait pas de vent et pas de soleil pendant plusieurs jours et ça n'était pas prévu. Est-ce que c'est le bon signal pour le marché?
ils ont brûlé des millions en quelques jours. Donc, différents marchés, différentes réglementations. Et donc, on a besoin d'avoir une direction, une meilleure planification pour l'Europe, pour planifier d'une manière durable la transition énergétique. Et on partira de là. Merci. Flora ? Si la réconciliation énergétique a eu lieu dans le rapport RTE, je ne crois pas du tout qu'elle ait eu lieu dans la société française. D'ailleurs, vous l'avez dit, il y a un Français sur 2 qui est opposé au nucléaire. Et sur l'éolien, le renouvelable, là, il y a des partis politiques qui sont pas du tout réconciliés énergétiquement. Moi, j'ai 3 choses à vous dire. La première, c'est que pour moi, la réconciliation énergétique, elle peut fonctionner que si on sort du débat binaire qui est pro ou anti-nucléaire. Dès qu'on se positionne dans un sens ou dans l'autre, on a l'impression d'être pour ou contre, alors que il y a des arguments évidents des deux côtés. Le modèle allemand est un argument peut-être à la défaveur des antinucléaires aujourd'hui, en tout cas dans le récit qu'on peut en avoir. En revanche, si on a une perspective plus globale de la question écologique, l'argument pro, il peut se déconstruire, notamment sur la question de l'eau. Il y a le nucléaire qui prend 1/3 de la consommation de l'eau douce en France, et aussi sur la question de la lenteur de la transition énergétique. J'ai vu ce chiffre qui est il nous faut 10 à 20 ans pour construire une centrale, et donc on pourrait baisser de 10% les émissions. Il faudrait installer un réacteur par semaine pendant 30 ans. Donc déjà, si on n'est pas capable de sortir du débat pro ou anti-nucléaire très binaire, je ne crois pas qu'on peut arriver à une réconciliation énergétique. La deuxième raison, c'est que la réconciliation énergétique ne peut pas fonctionner sans réconciliation écologique. Aujourd'hui, il y a un truc assez pratique qui s'appelle le bilan carbone, qui a permis aux entreprises de se saisir de la question écologique parce que ça rentrait dans leur logiciel, dans des tableaux Excel, dans leur façon de fonctionner. Le problème, c'est que c'est assez réducteur sur la question écologique, déjà parce que, par exemple, quand on est pro-nucléaire, souvent, on n'entend pas parler de la question de l'eau. Or, la crise de l'eau, c'est quand même une des grandes crises qui va nous occuper dans les années à venir. Aussi, évidemment, bien sûr, la question de la biodiversité. En fait, la question énergétique, ce ne sera réglé que si on fait le changement écologique, qui n'est pas un changement technique, qui est un changement culturel. Et c'est ça qui est difficile à entendre, et que le bilan carbone, qui est pratique par ailleurs, qui est un outil pratique, dessert, parce que ça reste un outil assez insatisfaisant. En fait, si vous voulez, moi j'ai écrit le syndrome de la fourmi. Le syndrome de la fourmi, c'est cette idée que tant qu'on ne change pas notre façon de fonctionner, on n'arrivera pas à répondre à la question écologique. Et aujourd'hui, la façon dont on adresse la question énergétique dans le débat public, elle fait exactement avec les codes de l'ère économique industrielle dans laquelle nous sommes. Donc pour moi, la deuxième façon de se réconcilier, c'est d'accepter que la question énergétique n'est qu'un petit bout de la question écologique, qui est une question holistique, comme on dit maintenant, c'est-à-dire à prendre dans sa globalité, et qui demande à nos modèles économiques de changer, à nos sociétés de changer, et de faire ce changement culturel. Tant qu'on ne fait pas ça, je pense qu'on aura toujours un prisme industriel qui est de regarder par un petit bout une problématique, et donc on n'aura pas une transition énergétique satisfaisante. Le dernier point, et qui est pour moi de loin le plus important, c'est que la réconciliation énergétique ne pourra pas advenir sans réconciliation politique. Ça fait 20 ans que Zygmunt Bauman a théorisé la société liquide. Vous savez, c'est cette société liquide, c'est une société où on croit en tout, en rien. Il y a une insécurité grandissante, il y a une instabilité des modèles, on change d'avis, on change les règlements, on change la culture, on change d'opinion. Et là, on voit bien depuis 20 ans à quel point la transition énergétique est victime de la société liquide. Et d'ailleurs, on voit bien à quel point cette insécurité provoquée par la société liquide conduit à des offres politiques qui sont là pour rassurer sans forcément avoir des solutions, en tout cas sur l'énergie, qui sont pertinentes. Vous savez, quand Pompidou et Mesmer, dans les années 70, mettent en place la stratégie nucléaire, qui est encore le modèle énergétique français, il n'y a pas Twitter, déjà.
Et aussi, et ça change tout en fait, il n'y a pas Twitter, et aussi on voit dans les archives du Monde comment le Monde, dans toutes les années 70, toute cette construction de stratégie énergétique couvre la question, couvre le débat. Et en fait déjà le Monde ça sort une fois par jour. Aujourd'hui on peut débattre à chaque minute de la journée. Et ensuite, c'est des experts, c'est des journalistes qui, au fur et à mesure, traitent la question et permettent aux Françaises et aux Français de se positionner par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, on est dans cette société liquide avec cette hyper-information des chaînes d'information en continu, des réseaux sociaux. Et donc, forcément, ça participe à une liquidité de l'action politique qui fait qu'on ne peut pas bâtir un modèle de planification énergétique. La planification énergétique, bien sûr, c'est le mix. En fait, la réconciliation, et je terminerai là-dessus, c'est bien sûr le mix énergétique, c'est de se dire qu'est-ce qu'on doit garder dans le nucléaire qu'on a et comment on développe l'avenir. Parce que s'il y a un truc dans lequel je ne crois pas, c'est la notion de transition. La transition, je ne sais pas ce que ça veut dire. En revanche, une offre sur un marché économique encouragée par l'Europe, encouragée par un service public fonctionnel, ça j'y crois, et donc la transition vers le renouvelable, elle devrait se passer comme ça. Je termine très rapidement. J'imagine qu'il y a beaucoup de jancovicistes dans la salle qui a ce talent de nous raconter l'énergie à toutes et tous, si on n'est pas ingénieur. Il faut savoir que Jean-Marc Jancovici ne dissocie jamais la question du nucléaire de la question de la sobriété. Et c'est ça, la transition écologique. C'est changer nos modèles de fonctionnement, changer nos modèles énergétiques. Ça ne veut pas dire devenir des amiches, évidemment. Ça veut simplement dire réfléchir à comment on utilise l'énergie au XXIe siècle. Merci beaucoup, Flora. Et merci à tous. Moi, je voulais revenir justement sur cette idée de clivage pro-antinucléaire, et j'étais interpellée par l'intervention de Laurent, qui nous parlait de traité de paix, donc un consensus qui, pour vous, a émergé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que j'ai l'impression qu'on est quand même encore très dans ce débat, surtout dans un moment où on a une renaissance nucléaire, par exemple, mais qui est assez récente. On ne sait pas encore si elle va être complètement pérenne, si les bases sont vraiment posées pour cela. Donc, qu'est-ce qui vous a fait dire cela? Ce qui me fait dire ça, c'est que la stratégie qui a été déterminée est maintenant mise en œuvre. C'est-à-dire que les 6 EPR, ils sont en train de voir le jour, d'abord au niveau des études qui sont en train d'être réalisées, et puis avec un timing de réalisation des centrales nucléaires qui est clair, et donc avec une mise en service 2035, avec un enjeu, parce qu'effectivement, comme Flora le soulignait, l'idée n'est pas exactement de refaire ce qu'on a fait. Et donc, par exemple, le prix futur de l'électricité est très lié à la vitesse d'exécution de ce programme et du fait qu'on construit un EPR en 70 mois et non plus en 120 mois. Donc il y a une première chose qui va changer, c'est l'organisation industrielle pour pouvoir sortir les EPR dans une durée, je dirais, courte. Deuxièmement, beaucoup de réplicabilité, parce que c'est comme ça qu'on fait diminuer, je dirais, le coût des centrales à venir. Et s'agissant des énergies renouvelables, le vote de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables a été fait en 2023, et ça n'a pas, de mon point de vue, généré je dirais, de révolte au sein de la population française. Donc la stratégie de non-concurrence entre le nucléaire et les énergies renouvelables, elle se déroule depuis maintenant plus de 2 ans. Et je pense qu'il faut encourager ça, et surtout, il faut ne pas remettre en cause la stratégie, parce que ce qui crée, je dirais, quelque chose un débat, et qui n'est pas productif, c'est de changer de pied et de stratégie tous les 3-4 matins. Et donc là, la stratégie, elle est absolument claire. Elle est, je pense, basée sur des faits très solides, et donc il faut juste déployer cette stratégie et ne pas revenir dessus. Quels ingrédients est-ce qu'il nous faut pour ça? Est-ce qu'il ne nous faut pas une stabilité politique, par exemple, ou une stabilité au sein de l'Union européenne aussi, sur ce genre de politique? Et je lance la question peut-être plus largement aussi à vos collègues. Je pense que chacun appelle de ses voeux plus de stabilité, pour peu, à nouveau, que les bases soient saines et qu'il y ait d'abord eu un diagnostic commun et une réconciliation des choix. Longtemps, en France, le nucléaire ne faisait pas débat. Puis on a vu que ça a commencé à faire débat. On a fermé Fessenheim, et puis 5 ans après, il faut réaccélérer le nucléaire. Donc c'est sûr que quand on voit ça, même moi qui suis étranger à ce secteur-là, c'est bien un peu consternant. Et on peut craindre la même chose aussi sur
Sur le renouvelable, moi j'ai vécu dans l'éolien tout simplement depuis 15 ans. On nous a dit il faut regrouper vos parcs, et puis après au contraire il faut les écarter, il faut essayer de les disséminer. Donc on ne peut pas vivre, nous, que ce soit dans le nucléaire, que ce soit dans le renouvelable, avec ce stop and go. La loi d'accélération, je rebondis avec un peu d'humour sur ce que vient de dire Laurent, personne n'est contre parce que personne n'en a vu les effets délétères en fait. Ce qu'on a connu en France qui est une loi d'accélération et avant tout une loi de complexification. Donc parfois le paradoxe c'est qu'on a envie de dire à l'État de se mêler un peu moins des politiques énergétiques parce que chaque fois qu'il intervient avec ses gros sabots, on repart pour un tour de complexité, de temps perdu, de désalignement. Et donc on a envie d'avoir quelque chose d'un peu plus simple en plus d'avoir quelque chose d'un peu plus constant. Je ne dis pas que ces sujets sont simples, il ne faut pas simplifier l'énergie à l'extrême, c'est vrai que c'est compliqué. Mais on vit dans un monde où, pour reprendre l'expression de Flora ou les citations de Flora, l'État malheureusement apporte encore plus de liquidité, mais dans le mauvais sens du terme, à quelque chose qui au contraire a besoin de constance. On a aujourd'hui les bons ingrédients pour repartir un peu de ce qui est positif, on a les bons savoir-faire en France, on a le bon niveau d'acceptation. Alors on peut se dire 50% des gens sont pro-nucléaire, je ne sais pas si c'est au sens qu'ils sont prêts à en avoir près de chez eux ou si c'est prêt à en avoir plus en général en France. Il y a toujours ce syndrome, pas dans mon jardin, on le vit dans l'éolien, on le vit dans le nucléaire, on le vit parfois même dans le solaire, mais malgré tout, les gens comprennent qu'on va vers un monde plus électrique, que avoir de l'énergie souveraine, on l'a vu avec ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine, ça a quand même de la valeur, donc on a une meilleure acceptation qu'avant. Il y a aussi une forme de familiarisation, l'éolien ou le nucléaire, au début ça c'était mal accepté, puis les gens s'y habituent. Donc je pense que le savoir-faire, l'acceptation, les capitaux, l'espace, puisqu'en France il y a de la place, on a en France la capacité de s'offrir entre guillemets un mix énergétique de qualité. Et on sait qu'un mix énergétique de qualité, c'est un ingrédient non seulement de souveraineté, mais aussi de compétitivité, de résilience. Le renouvelable, bien sûr, est intermittent. Enfin, je rappelle que d'une certaine manière, le nucléaire, ça ne marche pas toujours non plus parfaitement. D'abord parce qu'il peut y avoir, on l'a vu à l'hiver 22, des moments où la moitié du parc est hors service. On a, même quand ça marche bien, un côté assez continu dans le nucléaire, donc il n'épouse pas non plus la demande. Alors on a de la chance en France puisqu'on a de l'hydraulique qui met un peu de liant dans le système. Mais donc on peut en France avoir plus de nucléaire, plus de renouvelables, du coup plus d'indépendance énergétique, la capacité aussi à accueillir des investissements additionnels puisqu'il y a des data centers qui vont fleurir puisqu'il y a plus de demandes pour tout ça. Donc on a, je pense, le bon setup, le bon terreau. Encore faudrait-il que tout le monde s'aligne un peu, et dans tout le monde, on met avant tout nos politiques dans l'équation, puisque c'est parfois eux qui agitent un peu des idées dans tous les sens, alors qu'on a surtout besoin de constance. L'instabilité institutionnelle, évidemment. Il y a aussi l'instabilité informationnelle. J'ai pas fait l'exercice avec l'énergie, mais je l'ai fait avec la question du bio. J'ai tapé est-ce que c'est bon le bio sur YouTube. YouTube, il faut savoir que c'est la télévision des moins de 40 ans qui ne regarde pas la télévision dite linéaire, la télévision classique. Dans les 3 premières vidéos que le moteur de recherche me proposait, il y avait des fake news. Donc aujourd'hui, j'imagine que c'est pareil, parce qu'en fait, dans cette liquidité, les choses changent tellement que l'éolien, à un moment, a très mauvaise réputation, puis a très bonne réputation, puis on parle d'éolien en mer, etc. etc. Donc ça bouge très vite, et il y a beaucoup de fake news à l'intérieur. Donc il y a cette question de la stabilité informationnelle. Mais en fait, il y a aussi la question de la stabilité économique. Parce que je suis désolée, mais aujourd'hui, la question énergétique, elle est au cœur de la société, non pas parce qu'on débat de questions techniques, mais parce que les Français débattent du fait qu'ils n'ont pas de quoi se chauffer jusqu'à la fin du mois. Et je crois que c'est important de remettre le sujet, c'est ça le sujet en fait, c'est qu'il y a 10 à 15% des Français qui baissent le chauffage à 15 degrés l'hiver et qui ont du mal à payer leurs factures. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, peu importe la crise qu'on adresse, que ce soit la crise énergétique, la crise écologique, mais même la crise de l'école ou la crise de l'hôpital, pour moi, on arrive à la fin à la même chose, qui est l'explosion des inégalités. Et tant qu'on ne sera pas capable de régler la crise de manière holistique, comme je l'ai dit, de regarder vraiment le problème dans sa globalité, on sera capable de rien résoudre, et on continuera cette instabilité institutionnelle qui fait qu'on propose une gouvernance qui va dans un sens, puis dans un autre, et qui fait du coup une société liquide
liquide où on n'avance pas. Et on n'avance pas avec les risques climatiques qu'on connaît. Donc pour moi, tant qu'on ne fait pas baisser les inégalités, on ne sera pas capable de résoudre cette grande crise politique, parce que la politique reste la question la plus macro qu'on pourrait poser, puisque la question que pose la politique, c'est comment on fait pour vivre tous ensemble. Alors je pense que Aude et Nicolas voulaient tous les deux intervenir. Peut-être Aude, parce qu'après on peut ouvrir peut-être sur une perspective qui n'est pas complètement française aussi. Oui, donc je voulais rebondir sur les conséquences pour les inégalités, les nécessités de les prendre en compte. Donc on a bien vu que si on n'a pas d'acceptabilité, on n'a pas de transition énergétique. C'est vraiment un vrai frein. Et donc effectivement, il faut qu'on garantisse une acceptabilité pour pouvoir faire quelque chose. Maintenant, ça n'implique pas qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain. Et en particulier, on peut quand même considérer que les bilans carbone sont complètement incomplets, enfin sont nécessaires mais pas suffisants. Et ils vont permettre quand même de quantifier les émissions carbone, de faire en sorte que les entreprises puissent mettre un prix du carbone, qu'on puisse en fait les aider à internaliser leurs coûts. Et ce qui serait encore mieux fait si on avait une taxe carbone qui permettait justement de faire payer exactement ce qu'ils ont dans leur bilan carbone. Par ailleurs, on a aussi beaucoup d'initiatives qui s'intéressent à l'écologie. Et on commence justement à voir que la biodiversité, c'est le nouveau climat. Et on peut le voir aussi bien au niveau public. On a le zéro artificialisation net qui a quand même été pris en main par le public et qui embête beaucoup les collectivités, je crois. Donc il y a une prise, enfin il y a une vraie contrainte qui existe en France. Et on a vraiment le débat de l'écologie qui existe. Et les entreprises prennent aussi en compte... quand elles le peuvent, enfin certaines, dans une triple comptabilité, enfin ça commence à apparaître. On a quand même l'impression que c'est l'étape d'après, et au contraire, c'est à mon sens pas du tout oublié, ça commence à revenir, on se rend compte que le climat n'est pas suffisant, et par ailleurs, il y a aussi beaucoup d'interactions entre le climat et la biodiversité. Mon dernier point, c'est que oui, les changements culturels, ce serait drôlement pratique. C'est vrai qu'à partir du moment où on pense tous différemment et qu'on se met spontanément à internaliser toutes nos externalités, ça marche du feu de Dieu. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on arrive jusque-là? Et pour l'instant, on essaie de faire des pas, alors probablement pas du tout suffisants, mais il n'y a aucune raison que si on laisse les individus sans guide et ce que pourrait fournir par exemple comme premier point une taxe carbone ou un prix du carbone, et après on pourrait essayer de développer ça en ce qui concerne la biodiversité ou d'autres dimensions d'écologie, il n'y a aucune raison pour que ce changement culturel se produise. Et effectivement, c'est plus simple si on s'imagine que ça va se produire, que les choses peuvent évoluer de cette façon-là. Mais non, on a besoin de politique derrière, on a besoin de stratégie, et pour que la transition puisse avoir lieu. Merci beaucoup. Et Nicolas, je ne sais pas à qui vous vouliez réagir initialement. Je suis d'accord sur le fait que la stratégie, la politique a un rôle très important, mais aussi sur le débat nucléaire. Je pense que l'exemple de l'Italie est intéressant. Au-delà du fait que nous avons un gouvernement stable qui est une vraie nouvelle en général pour la politique européenne, mais nous avons réouvert récemment le débat sur le retour du nucléaire en Italie, depuis 40 ans. La raison est que nous avons déjà une production renouvelable importante, au niveau de 40% aujourd'hui, mais le reste, 60%, est fait par le gaz. Alors, si le vrai objectif de décarbonisation à l'horizon de long terme 2050 est de décarboniser, quelles sont les technologies alternatives à l'utilisation du gaz? Et aujourd'hui, nous avons le nucléaire. L'autre condition pour le retour du nucléaire en Italie, et ça, je suis un peu le débat sur l'acceptabilité, est d'utiliser des endroits industriels existants en Italie, qui sont les centrales à charbon, qui nous sommes en train de les fermer à l'horizon 2026. On a l'obligation 26 de fermer les centrales à charbon, et aussi les grandes centrales à gaz qui, d'ici à 15 ans, 20 ans, termineront la vie utile. Alors là, quelles sont les technologies qu'on peut adapter sur des sites, des endroits qui ont une dimension de 10-15 hectares? Et probablement la situation est le nucléaire, mais pas les grands nucléaires, les pierres, mais le petit nucléaire, les small modular reactors, qui ont une taille de 300-400 mégawatts, parce que la vraie question pour nous est acceptabilité, ça voudrait dire de reconvertir des sites industriels
avec la technologie nucléaire. Ça est le cœur du débat que nous sommes en train de faire en Italie. Mais le gouvernement qui est en train de sortir avec un plan à long terme, stratégie énergétique nationale, parce qu'on a besoin de stratégie énergétique nationale, et pour une vingtaine d'années, l'Italie n'a pas eu une stratégie, parce que chaque année, on avait un changement de gouvernement. Finalement, on a un gouvernement plutôt stable qui s'est engagé pour identifier une stratégie de long terme énergétique, et la stratégie prévoit 10%, 20% d'énergie programmable, et la moitié de ça est identifié comme nucléaire. Le reste pourrait être le gaz avec la capture de la CO2. Ce sont les deux technologies aujourd'hui disponibles pour nous permettre vraiment d'avoir, du point de vue faisable technique, un monde de production de l'énergie décarbonisé à l'horizon 2050. Merci beaucoup. On a parlé de stabilité comme un des ingrédients essentiels à cette avancée. On n'a pas tellement parlé de capacité, que ce soit de financement de tout ce secteur, de capacité humaine aussi, donc dans le recrutement, etc. Est-ce que ça, ce sont des ingrédients ou des éléments qui vous inquiètent pour la suite? Parce qu'on a beau décider, on veut se lancer dans cette direction, il nous faut quand même ces éléments-là. Donc je demande un petit peu aux entrepreneurs de se prononcer là-dessus aussi. D'abord, pour revenir 2 secondes sur la question de l'acceptabilité, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les décisions politiques qui ont été prises en France sont aujourd'hui acceptées, c'est qu'on ne va pas ouvrir de nouveaux sites nucléaires et que les prochains EPR seront construits sur les sites existants. Et je pense que c'était un choix politique avisé qui fait qu'aujourd'hui, ça a aussi pacifié le débat sur la relance du nucléaire. Maintenant, pour les conditions de succès, il y a effectivement une première condition de succès, c'est de relancer la filière en termes d'attractivité pour les étudiants et de manière à ce que, je dirais, le nombre d'ingénieurs de la filière nucléaire augmente au rythme où, je dirais, le ramp-up des centrales va arriver. Or, aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Et donc, je sais que beaucoup d'écoles d'ingénieurs, beaucoup d'universités aujourd'hui redynamisent leur filière en matière de technologie nucléaire. C'est une absolue nécessité. Évidemment, les entreprises sont prêtes à contribuer à cet effort pour que l'effort humain soit à la hauteur des enjeux. Maintenant, sur la question financière, un EPR, aujourd'hui, ça coûte 10 milliards. C'est 10 milliards pour une infrastructure qui va durer au moins 60 ans. Donc je pense qu'économiquement, c'est, je dirais, quelque chose qui produit des externalités extraordinairement positives dans l'économie. Je rappelle qu'au moment du Covid, on a dépensé 100 milliards juste pour mettre tout ça en proportion. Et donc, l'objection qui consiste à dire le nucléaire, ça coûte cher, par rapport, je dirais, aux bienfaits que cela apporte en matière de coût de l'énergie, en matière de formation et d'une filière industrielle structurée et performante à l'export, ça me paraît un bon rapport qualité-prix. Merci beaucoup. Xavier, peut-être ? Nous, chez Neoen, on fait des choses assez simples. On ne fait évidemment pas des objets aussi complexes que des centrales nucléaires. Et donc, par exemple, Neoen, qui a 8 gigawatts, donc l'équivalent de 8 tranches nucléaires en termes de puissance, ça n'emploie, entre guillemets, que 400 personnes. Donc, on a quand même des besoins de recrutement, mais évidemment, l'enjeu est moins fort que chez Laurent, puisqu'on est, en termes de capital humain, avec quelques centaines de personnes, on est déjà équipé pour délivrer notre feuille de route. Sur les questions et ça ne nous empêche pas d'en faire évidemment un sujet clé, parce qu'on a quand même, comme tout le monde, envie d'avoir les bonnes personnes, et donc là aussi, c'est toujours dans notre intérêt de recruter, de nous faire connaître. En termes de capital, au sens plus classique, de capital financier, je le disais tout à l'heure, notre secteur, et Neoen en particulier, ne manque pas de capital. Alors c'est encore plus vrai, puisqu'on est en train de changer d'actionnaire principal et de passer sous pavillon Brookfield, qui a des moyens financiers importants. Mais les milliards que Neoen a déjà investis, même une entreprise comme la nôtre, qui était une start-up, une PME, puis une ETI, a su les trouver. C'est-à-dire que des bons projets trouvent du capital, trouvent des prêteurs, puisqu'on est aussi assez largement financé par de la dette, parce qu'en tant que classe d'actifs, aujourd'hui, on est reconnu comme quelque chose qui marche, qui n'a pas d'accident de parcours avéré, qui évidemment va dans le bon sens d'un point de vue sociétal et environnemental. Et donc ça, ce n'est pas la ressource rare. Aujourd'hui, quand on regarde en France,
après on peut parler de ce qui se passe ailleurs. En France, ce qui n'avance pas, c'est les permis. C'est finalement la machine administrative qui est grippée parce qu'elle change trop souvent de consignes. Je ne suis pas en train de jeter la pierre à nos interlocuteurs dans les DREAL et dans les ministères. Eux-mêmes ont des consignes qui changent trop souvent. Et donc aujourd'hui, on ne manque pas de savoir-faire, on ne manque pas d'équipe, on ne manque pas de capital, on ne manque pas d'envie. On manque d'un cadre réglementaire stabilisé et c'est ça qui est triste. C'est parce qu'on pourrait en France faire beaucoup plus et je pense dans un climat d'acceptation assez avéré. On a parfois... évidemment des projets qui sont bloqués pour des bonnes raisons, mais souvent ils sont bloqués pour des mauvaises raisons et ça c'est assez désolant parce que je pense que pourtant on a tous à y gagner. Est-ce que l'Europe peut intervenir là-dessus aussi? Est-ce que Nicolas, vous avez une... Oui, bien sûr. Non, je suis complètement d'accord qu'on a besoin de stabilité réglementaire. On a besoin que l'Europe considère toutes les technologies qui vont dans la direction de la décarbonisation soient mises en condition de faire de la compétition et d'être financier. Une entreprise privée ne peut pas se permettre de financer un projet qui va à marcher, un projet qui a une amortisation pendant 50 années. Ce n'est pas possible. On doit avoir un cadre régulatoire et un tarif garanti par l'État qui permet de soutenir un investissement lourd comme le nucléaire. Et la même chose est pour le développement de tous les renouvelables. On a besoin de visibilité sur les moyens et long terme des prix. Parce que nous sommes habitués aujourd'hui à avoir un système électrique qui fonctionne sur la base des prix variables, des coûts variables de la production d'électricité, qui aujourd'hui est fixé par le gaz. Demain, la majorité de la production d'électricité en Europe sera faite avec des coûts fixes. Coût variable presque zéro. Le coût variable renouvelable est zéro par définition. Le coût variable nucléaire est très petit. C'est-à-dire qu'on va vers un monde de l'énergie qui sera de plus en plus réglementé. Et là, le rôle de l'Europe est un rôle fondamental. Flora voulait intervenir et puis Laura. Il y a un consensus autour de la table sur la stabilité institutionnelle comme condition sine qua non de la réconciliation énergétique. Donc peut-être que maintenant la bonne question c'est comment on obtient la stabilité institutionnelle. Et vous savez, le pacte vert qui a été voté en 2019, enfin entre 2018 et 2019, était connu par moins de 1% des Français. Le pacte vert qui est vraiment cette planification écologique et énergétique à l'échelle européenne et qui est une prouesse institutionnelle en réalité, parce qu'avoir mis d'accord les 27 sur la marche à suivre, c'était quand même quelque chose d'inédit. Il y avait moins de 1% des Français qui connaissaient cet hiver l'existence du Green Deal, du pacte vert. Ils ont connu son existence, en France en tout cas, je veux bien savoir comment ça s'est passé en Italie, pendant la campagne des européennes, par les personnes qui voulaient détricoter ce pacte vert, par les personnes qui ont pris dans leur campagne pour cible le pacte vert, en expliquant à quel point il fallait en sortir. Donc aujourd'hui, et ça me permettra de répondre aussi à votre question sur comment on fait le changement culturel, voilà, on le fait avec du leadership politique. Et aujourd'hui, le leadership politique se nourrit de la liquidité institutionnelle. Donc le leadership politique n'a plus vraiment intérêt à cet équilibre, à cet apaisement, à cette stabilité. Et c'est en ça que je dis, désolé de ce pessimisme, à quel point la crise est profonde. Moi, je ne suis pas pessimiste du tout. Je pense et je réitère que la réconciliation en France des choix énergétiques a eu lieu et qu'aujourd'hui on déploie une stratégie qui, je crois, sera payante. Et je crois que cette réconciliation, elle a eu lieu également au niveau européen. J'en prends pour preuve qu'au début de l'année 2024 a été mise sur les fonds baptismaux une alliance européenne du nucléaire avec 11 pays. Alors, on pourrait se dire, ah bah, tout le monde n'est pas d'accord. Sur les 27, il n'y en a que 11 qui sont dans une alliance nucléaire. Mais que les autres, quelque part, aient laissé 11 pays avancer dans une stratégie commune sur le nucléaire, c'est une matérialisation de cette réconciliation. Et que ceci soit accompagné par le fait que maintenant, la technologie nucléaire soit considérée comme une technologie stratégique par l'Union européenne et que dans la taxonomie européenne, le nucléaire soit une énergie de transition, sont des facteurs de réconciliation tout à fait concrets et très encourageants pour l'avenir. Et pérenne ? Et tout à fait pérenne. Pourquoi ? Parce que la majorité, qui était une majorité au Parlement européen
les 5 dernières années a été reconduite par les électeurs lors des élections européennes qui viennent de s'achever. Et donc je pense que la période de 5 ans qui vient va pouvoir consacrer une certaine stabilité et la mise en œuvre de choix au niveau européen qui sont cohérents avec le choix que beaucoup d'États font en matière énergétique dans leur propre pays. C'est vrai, l'Europe a perdu 3 ou 4 ans pour arriver au débat final que la technologie nucléaire fait partie de la taxonomie. Alors... Juste un petit commentaire sur l'Europe. Moi, je pense que l'Europe a beaucoup à apporter d'abord dans le cadre réglementaire, mais aussi peut-être un peu dans la pédagogie. Je regrettais, par exemple, en particulier en 2022-2023, que l'Europe soit pas un peu plus interventionniste vis-à-vis de la France. Je rappelle, on a à juste titre eu un mécanisme de protection parce que c'était important que les factures des gens ne s'envolent pas. Mais j'ai trouvé hyper désolant de voir qu'en France, on avait ce bouclier énergétique où, en gros, on disait aux gens, vous inquiétez pas, on va caper les prix et on vous explique même pas comment on le fait. Alors que dans d'autres pays, par exemple, si je me trompe pas en Allemagne, les gens voyaient le vrai prix de l'énergie, mais en même temps, l'État leur envoyait un chèque pour compenser ça. Et je pense qu'à ce moment-là, l'Europe aurait peut-être pu jouer un rôle un peu plus de révélateur justement de la situation à laquelle on a été confronté, tout en laissant évidemment les États comme la France, si elles le souhaitent, intervenir pour protéger les gens de ces surcoûts. Mais c'est assez désolant que dans l'esprit des Français à ce moment-là, tout le monde se dise après tout, l'énergie, ça continue à coûter la même chose, alors qu'en fait, il y a eu, je crois, quasiment 100 milliards d'euros qui ont été remis là-dedans. Une partie d'ailleurs qui a été financée grâce à l'industrie du renouvelable. Nous, Neoen, qui ne sommes pourtant pas un grand acteur, on fait un demi-milliard de chiffre d'affaires. Il y a 100 millions qui ont été pris chez nous pour être remis en gros dans le bouclier énergétique. Et donc j'aurais aimé par exemple que l'Europe soit un peu plus interventionniste en disant à la France, écoutez, faites comme en Allemagne, laissez les gens voir d'abord comment se forment les prix de l'électricité, à quoi ça tient, et apporter les réponses si vous voulez les apporter en tant que pays, mais au moins aussi en expliquant d'où vient l'argent, soit des finances publiques, soit finalement des contributeurs nets qu'était à l'époque le renouvelable. Je pense que ça a un peu manqué peut-être d'appui sur certains mécanismes un peu démagos comme ceux qu'on a vécu en France. Alors je vois que Aude et Flora voulaient réagir. Moi, je voulais juste... Ouais, non, d'accord. Je voulais juste rebondir très rapidement et peut-être vous lancer Aude là-dessus aussi. Comment on réconcilie socialement les gens avec l'idée que l'énergie va coûter plus cher? Parce que c'est un message qu'on commence à entendre. C'est le cœur de cette campagne électorale en France, par exemple, et c'est le cas ailleurs aussi. Donc, je ne sais pas si c'était sur ça que vous vouliez rebondir, mais si on peut l'évoquer. Ça peut aller. C'était en lien avec le fait que les prix envoient des signaux qui sont importants, qui permettent aux agents de s'ajuster comme il le faut. Et donc, commencer à voir que probablement on va avoir davantage d'électricité. Donc, il faut s'ajuster pour éviter d'avoir des équipements qui perdent de la valeur du jour au lendemain ou qui ne puissent plus être utilisés, pouvoir s'ajuster dès à présent et adopter les bons équipements en heure et en temps. Et donc, effectivement, si on avait eu des signaux prix corrects pendant la crise ukrainienne, ça aurait permis aux ménages de commencer à s'ajuster déjà, au lieu de recevoir un signal qui consistait à dire, quoi qu'il se passe, dans le futur, et à mon sens, c'est même le plus grave, c'est parce que ça a permis de se projeter de façon incorrecte dans le futur. Quoi qu'il se passe, vous aurez toujours l'État qui sera là pour vous garantir une énergie, en l'occurrence du gaz, une énergie qui ne sera pas chère et que à laquelle vous pourrez vous permettre d'accéder. Je reprends peut-être juste la parole une seconde. Je crois que la facture d'un foyer allemand, elle est à peu près la même que celle d'un foyer français, alors que l'énergie est beaucoup plus chère. Mais ça veut dire que justement, comme le disait Aude, ils ont appris, eux, à investir dans des pompes à chaleur, dans des équipements d'efficacité énergétique. Et ça, je pense qu'en France, on n'a pas encore franchi ce pas. Je trouve assez dommage, par exemple, qu'il y ait en ce moment un débat sur faut-il baisser la TVA sur l'énergie en France. En fait, ce qu'il faut arriver à baisser, c'est le coût sous-jacent. Il ne faut pas priver l'État de ses recettes. Et ça escamote le fait que le renouvelable, par exemple, est fondamentalement déflationniste. Enfin, on arrive à faire baisser le coût de l'énergie avec plus de solaire ou plus d'éolien. C'est dommage que ça ne se sache pas plus, y compris au niveau des politiques qui sont persuadés que de toute façon, ça c'est subventionné, ça coûte cher. Je suis fondamentalement... Il faut leur dire. Oui, il faut leur dire. Je suis fondamentalement, moi, pro-nucléaire, par exemple, mais il faut aussi savoir qu'en gros, un EPR, ça va coûter à peu près 100 € par mégawattheure. Donc ça va tirer les prix un peu vers le haut, pour plein de bonnes raisons. À l'inverse, le renouvelable qui ne peut pas être
non plus 100% du mix, on est bien d'accord, lui tire ça vers le bas. Et à la fin, on va avoir une électricité avec un mix intelligent qui ne va pas coûter finalement beaucoup plus cher. Et si on arrive en plus à inciter les gens à être un peu efficaces sur la demande ou un peu flexibles, hein, l'idée c'est pas d'aller vers de la décroissance, mais c'est d'être efficace, on peut avoir un avenir énergétique sous contrôle en termes économiques. Ça ne va pas forcément s'envoler, mais encore faut-il que les gens aient conscience des prix, agissent, comme l'a dit Aude, et les bons signaux, et qu'on sache aussi nous leur révéler la réalité de nos coûts de production à nous. J'ai peur de ne pas laisser assez de temps pour les questions dans la salle. Est-ce qu'on a des mains levées? Voilà, la dame en rouge dans le fond là-bas. Et on reviendrait sinon si vous voulez. C'était pas une... Bonjour, Bettina Laville, je suis fondatrice du comité 21 et je connais un petit peu le sujet depuis longtemps. Je voulais juste dire quelque chose, pardonnez-moi, c'est pas une question, mais j'ai entendu des choses quand même qui ne sont pas exactes malgré la qualité des intervenants. La première, c'est que oui, il y a une apparence de consensus pour l'instant parce qu'on n'est pas dans le dur, c'est-à-dire qu'on n'a pas commencé les constructions des centrales. Vous avez tout à fait raison de dire que, comme elles vont être dans l'espace des anciennes centrales, ça va faire moins de bruit qu'à une certaine époque, mais quand même, j'attends de voir. Deuxièmement, il y a autre chose, c'est que quand vous parlez de taxonomie européenne, c'est vrai que ça a été accepté comme énergie de transition, mais vous savez parfaitement, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, que ça a été un échange entre plusieurs pays, en particulier entre l'Autriche et l'Allemagne, et nous avons dû la France faire beaucoup de concessions là-dessus, sur des sujets peut-être auxquels nous ne nous attendions pas. Troisièmement, quand vous dites que l'énergie nucléaire, contre laquelle je ne suis pas, je voudrais vraiment le dire, et je trouve effectivement qu'avec le réchauffement, on est obligé d'avoir, en tout cas encore, 40 ans de nucléaire. Peut-être pas 300 ans, c'est ça le sujet. Et en fait, si vous voulez, quand vous dites que c'est une énergie stable, il suffit par exemple que M. Poutine vise mal et fasse, comment dirais-je, un petit missile sur Zaporizhzhia, pour qu'on ait un effet de Tchernobyl et que vous preniez 20 ans de retard. Et ce n'est pas totalement un scénario impossible, vous le savez comme moi. Quatrièmement, s'il y a pour l'instant un consensus, c'est qu'il y a quand même eu un formidable matraquage et en même temps une commission, mais absolument hallucinante, à l'Assemblée nationale, où 2 députés ont convoqué absolument la terre entière. Quand je dis la terre entière, c'est 2 présidents de la République, 4 premiers ministres, tous les ministres de l'Environnement, des experts, en disant, et à la fin de la commission, si on avait fait un peu de renouvelable dans les différents gouvernements, on était traître à la patrie. Donc, je pense qu'il faut nuancer. Je pense que vous aurez quelque chose dans les années à venir qui fait qu'en Europe, nous aurons du retard par rapport aux renouvelables. Nous en avons déjà, d'ailleurs. Et dans le tableau qui est la place de la France dans les énergies, nous avons du retard et c'est bien dommage. Je suis pour un mix. Je pense qu'il faut effectivement faire du nucléaire. Le milieu nucléaire nous dit « Ah mon Dieu, si on ne fait pas 10 centrales, c'est épouvantable. On va perdre le savoir-faire. » Moi, Madame, je suis désolée parce un tas d'industries. Et dernière chose, et pardon d'avoir été longue, parce que là, je voudrais... enfin bon, j'arrête. Mais je pourrais en dire... Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Non mais merci, on aurait dû vous inviter à notre panel, c'est bien d'avoir un peu de challenge. Il y a une question de la dame en bleu. C'est pas une peut-être question, mais... Non, il nous faut des questions. D'accord. Okay. Je suis d'origine des Zaporižiens et je connais un peu l'histoire de cette centrale parce que j'ai fait les études dans l'énergie. Donc le fait qu'il n'ait pas encore explosé, parce que c'est une centrale les plus moderne de l'Europe et les plus grande de l'Europe. Et donc, c'est ça que je peux passer les messages parce que c'était bien réfléchi après l'exposition de Tchernobyl. Elle était bien couverte. Et en fait, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, qui n'est pas encore explosé, je pense que ça prouve aussi, si on utilise bien l'énergie nucléaire, on peut même résister à Poutine. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a... Merci pour l'intervention. Ouais, qu'on a... par les bombes, mais par la cyberattaque, je ne sais pas. Est-ce qu'on a une dernière question de la salle pour nos intervenants? Et la dame en blanc qui est là, juste là. Okay. Thank you. I'm a normal citizen, not expert.
Je suis citoyenne toute simple. J'ai une question également, mais j'aimerais également partager avec vous un cas. Moi, je viens de la Finlande en 2005. La Finlande a commencé le projet le plus récent avec Areva. Et normalement, le projet était censé être terminé en 2009. C'était retardé et le projet a été terminé avec 13 ans de retard. On a pu l'utiliser l'année dernière et ça a coûté 8 milliards d'euros à Areva. Et je dois remercier tout le monde ici, puisqu'on nous a dit que les citoyens français, les redevables français ont payé pour cela. Les contribuables français ont payé pour cela. Donc, je voudrais parler de ce que l'on fait avec les déchets nucléaires, la fin de vie. En Finlande, nous avons commencé à travailler là-dessus. Je suis membre d'une petite entreprise familiale qui travaille sur ce plan. Donc, est-ce que vous faites confiance à la Finlande pour accueillir vos déchets nucléaires? Limite. Aude, je sais que c'est un peu votre spécialité, ou d'autres intervenants qui voudraient intervenir sur les déchets. Oui, donc en effet, la Finlande et la Suède sont assez précurseurs pour l'enfouissement des déchets radioactifs, mais la France est très avancée aussi. On a le projet CIGEO qui est à Bure, qui est très avancé, donc qui actuellement est en demande d'autorisation de création. Et normalement, donc on est en instruction jusqu'en 2027 et la phase industrielle pilote pourrait commencer aux alentours de 2027. Mais donc, il y a une solution qui existe pour ce qu'on appelle l'inventaire de référence, c'est-à-dire ce qu'on a pour le moment comme déchets radioactifs qui existent, c'est-à-dire notamment pas ce qui est en cours. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait débattre des choix énergétiques pendant encore 1 heure. Mais je voulais remercier tous nos intervenants. Merci à vous, le public, d'être là cet après-midi. Bonne fin des rencontres.